Bonjour à tous. Voici donc aujourd'hui le comptoir qualité concernant l'expérience patient et en lien avec la certification des médecins, équipes et établissements de santé. C'est une notion en France relativement récente et donc nous sommes là avec vous pour discuter de comment évaluer, recueillir et utiliser cette expérience patient dans le cadre de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. C'est une notion qui est particulièrement développée au Canada, dans beaucoup de pays anglo-saxons. Il y a donc des exemples pratiques d'utilisation, sachant que dans la vie de tous les jours, votre pratique courante, vous faites déjà de l'expérience patient en permanence. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est tout d'abord de vous proposer une clarification de certains des termes parfois un peu obscurs utilisés dans les guides, et ensuite, progressivement, d'aboutir à ce qui est utile et utilisé en France et de passer à l'utilisation pratique du quotidien. Donc, nous allons débuter le diaporama. Donc, nous travaillons en collaboration au sein de l'équipe du CK avec Fanny Genolini, qui est enseignante de sport adapté, d'activité physique adaptée, qui malheureusement est aujourd'hui victime d'une infection probablement Covid. Le docteur Martine Roumégou, que je laisse se présenter. Oui, bonjour à tous. Et donc Marie Grenouillet, je suis au CK depuis avril. Et je poursuis une activité clinique au quotidien, à la fois en médecine interne et quelques gardes aux urgences et réanimations. Donc, l'expérience patient, c'est une certaine forme de culture et de coopération en santé. C'est des notions qui sont employées actuellement dans les projets de soins et qui visent à engager les patients à tous les niveaux dans la qualité et la sécurité des soins, dans l'ensemble de leur parcours. C'est considéré aujourd'hui comme un ingrédient utile et voire indispensable dans la qualité et la sécurité des soins au quotidien, mais aussi pour évaluer la qualité de vie dans le cadre du projet de soins, ainsi que celle des aidants ou des accompagnants. L'ensemble des patients peuvent participer à leur parcours de soins et partager des informations, bien sûr, mais aussi des questions en ce qui concerne la prise en charge diagnostique, thérapeutique, aider à faire des choix, et ils vont assumer ensuite leur position dans le système de santé tout au long de leur prise en charge. C'est donc un continuum de l'implication au partenariat qui existe maintenant dans de nombreux autres pays, mais qui est peu développé en France. Et l'objectif, c'est de pouvoir définir des outils pour recueillir leur expérience au cours de ce webinaire. Donc, il y a plusieurs moyens de définir l'expérience patient. Elle est mesurée souvent par des questionnaires, alors soit des auto-questionnaires, soit des questionnaires qui sont réalisés avant, pendant ou après la consultation, soit par les équipes paramédicales, par exemple des services de consultation ou d'hospitalisation, soit par
des aidants, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'être médecin pour remplir ou soignant pour remplir ce type de questionnaire. On vous en montrera quelques exemples. Et ces questionnaires, qu'est-ce qu'ils vont mesurer? Ils vont mesurer la façon dont vit le patient, son parcours, soit au sein de l'institution médicale, donc l'interaction avec les soignants, avec les différentes étapes administratives ou de la prise en charge, et comment il va vivre parfois certaines étapes difficiles de l'annonce du diagnostic, de l'attente des résultats, comment on va lui fournir l'information et comment on va lui expliquer les choses, si l'information est claire ou non, et comment les choses vont se dérouler par la suite s'il y a des complications, par exemple. Et puis, il y a l'engagement du patient et ses compétences pour pouvoir interagir avec le personnel de santé, et inversement, le personnel de santé pour interagir avec lui et avec l'organisation de soins. Et ça, c'est une notion parfois complexe à envisager. Donc, nous sommes là pour vous proposer des aides à ces définitions et à l'application de ces propositions de mesures d'expérience patient et de l'utilisation dans le cadre de la pratique quotidienne et de la valorisation dans le cadre de la certification. Alors, c'est Marie-Pascale Paumé qui a travaillé en France et qui est actuellement au Canada, qui a particulièrement travaillé sur le projet de l'expérience patient et qui rapporte donc dès 2013 le modèle qu'on appelle de Montréal, puisque c'est dans cette université qu'elle a pu le développer, et qui montre bien que l'on passe d'une approche paternaliste où effectivement les soignants apportaient des informations aux patients qui venaient les consulter, les écouter sans se manifester. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est non seulement de consulter le patient, de le faire participer à la décision, mais aussi de construire ensemble un projet de soins afin que le patient engagé puisse y participer et aboutir à une amélioration de la prise en charge. Donc, le recueil de l'expérience patient, c'est lui donner la possibilité de donner son avis il faut qu'il ait bien sûr compris pour pouvoir s'impliquer et collaborer et ensuite être parfois co-décideur d'un certain nombre de démarches de soins. Il va donc apprendre avec le soignant, en interagissant avec le soignant, la démarche de l'expérience patient et les échanges que l'on va pouvoir nous mesurer en recueillant les observations tout au long de ce parcours. Donc, il est important, bien sûr, d'expliquer, d'écouter plutôt que d'entendre et de co-construire avec eux l'ensemble de ces étapes. Nous verrons qu'il y a plusieurs points. Ce n'est pas que de la mesure de satisfaction, mais c'est aussi de la mesure d'expérience et pas que de résultats. Donc, on revoit effectivement ces différents éléments. Alors, il est défini par l'HAS la mesure PARIS, qui est effectivement Patient Report Indicator Survey, qui évalue les PREMS, c'est-à-dire l'expérience du patient, les PROMS, c'est-à-dire le résultat des soins, la outcome en anglais, donc le résultat clinique. Et puis, en plus de la satisfaction qui est plutôt évaluée par ISATIS, il y a la mesure de l'incident. Alors ça, nous sommes en train de le développer au sein des SRA et de leur fédération, la FORAP, c'est-à-dire évaluer, mesurer et avoir l'expérience du patient de l'incident, c'est-à-dire l'événement indésirable, la complication des soins. C'est donc une approche qui, aujourd'hui, est centrée sur la qualité et la sécurité des soins, puisqu'on mesure le résultat de soins dans la qualité de vie et par le PROMS. Donc, il y a une banque d'items disponible dans la banque d'outils PROMIS, via l'HAS, et une mesure de la qualité des soins au niveau des organisations de santé, donc qui ne sont pas là seulement centrées sur l'expérience que vit le patient, mais au sein de l'établissement, et qui là sont les PREMS, c'est l'expérience que vit le patient tout au long de son parcours, pour lequel certains items de ISATIS sont relevés, par exemple la douleur, la qualité de l'information que reçoit le patient, comment il a vécu son séjour hospitalier, donc qui est mesuré par questionnaire auto-administré via Internet
48 heures après la sortie de certains établissements de santé, ce qui crée un échantillon assez particulier en termes d'expérience patient. Hein, ça ne mesure pas l'expérience de tous les patients. Et il y aura une évaluation, mais ça je laisserai le docteur Roumégou en parler, au sein de la certification et des financements de certains indicateurs, notamment l'IFAC, qui permet de mesurer directement ou indirectement les aspects de l'expérience patient que les établissements recueillent. Donc, cette qualité de soins perçus, ce sera 2 indicateurs principaux aujourd'hui reconnus par l'HAS. Alors, dans ces PROMS et ces PREMS, vous verrez qu'on met beaucoup de choses, en fait. Ce sont des mots comme ça un peu assez difficiles à envisager dans la pratique du quotidien. Ce sont des éléments reconnus comme des indicateurs qui vont pouvoir évaluer donc des résultats en termes de PROMS du point de vue du patient et une expérience PREMS mesurée également dans l'expérience du patient. Nous verrons des exemples concrets par la suite. Les exemples concrets, c'est par exemple des exemples rapportés par l'HAS. Et donc, il y a des exemples très clairs hein, là que je viens de voir à nouveau disponibles sur le site en accès libre pour la prise en charge de certains patients comme les BPCO, les insuffisants rénaux chroniques, les insuffisants cardiaques, les patients qui ont un syndrome coronarien chronique, mais également en chirurgie, les patients qui ont eu une chirurgie pour prothèse de hanche totale et prothèse totale de genou, mais aussi pour colectomie. Donc, il y a des grands groupes de patients pour lesquels il y a déjà eu des questionnaires validés, utilisables, pour que l'on peut s'approprier et adapter à sa pratique sur les sites de l'HAS, mais je vous rapporterai par ailleurs d'autres exemples d'outils utilisables. Certains PROMS, d'ailleurs, sont considérés comme génériques et ils sont utilisés dans de très, très nombreuses études cliniques que certains d'entre vous utilisent certainement déjà, dont ils ont pris connaissance il y a déjà plusieurs années dans l'évaluation de la qualité des protocoles thérapeutiques que l'on propose aux patients, l'évaluation de la mesure de leur état de santé hein, par l'EQ5D ou le SF36 par exemple, SF12 qui est raccourci, très facile d'utilisation en pratique, y compris en consultation, j'allais dire du quotidien. Et donc, ces exemples de qualité de vie, ils peuvent être utilisés, saisis dans les dossiers. Ils sont déjà d'ailleurs un certain nombre d'items, vous les saisissez déjà au quotidien. Il suffit donc de les rapatrier en quelque sorte pour les valoriser ensuite comme mesure de l'expérience patient dans votre pratique. Donc là, par exemple, un exemple sur le plan de la prothèse de hanche, c'est finalement, est-ce que le patient va avoir une mobilité normale? Est-ce que c'est tout le temps, la moitié du temps, peu de temps? Donc, c'est des choses très simples à saisir pour le patient lui-même et qui peuvent être réutilisées au décours d'une consultation ou d'un avis dans le cadre d'une prise en charge ambulatoire ou hospitalière. Là, un autre exemple qui permet d'évaluer si finalement, après la chirurgie, le patient aura des difficultés à sortir du lit, mettre ses chaussettes, être en position assise. Donc, des choses très simples qui finalement permettent de mesurer si, au décours de la chirurgie, l'effet thérapeutique est obtenu, si l'autonomie est retrouvée et si le patient peut de nouveau être pleinement autonome. Concernant le PREMS, donc c'est l'expérience. Alors l'expérience est beaucoup plus subjectif, il est plus complexe de l'évaluer. C'est par exemple la douleur ou l'offre de soins, les relations au cours des offres de soins, la qualité de l'information reçue. Hein, ça va prendre en compte la compréhension aussi du patient, sa capacité d'écoute et d'interprétation des éléments. Donc, un exemple de PROMS, le patient, une fois arrivé à l'hôpital, il va pouvoir donner son expérience, par exemple, de sa rencontre avec le personnel administratif aux admissions et au cours de sa prise en charge. Donc là, c'est aussi très simple à utiliser. Et donc, en France,
il est depuis plusieurs années possible de remplir en ligne le questionnaire que j'évoquais tout à l'heure, que vous connaissez tous parfaitement, qui est ISATIS. Et ISATIS, il y a en plus des questions que vous avez vues ici, très fermées, où on donne son avis sur des croix à cocher, des verbatims qui permettent aux patients de s'exprimer librement. Donc, il y a de très nombreux verbatims qui ont récemment été étudiés de façon plus fine à l'HAS, et ça permet de mettre en évidence certaines thématiques comme les relations médecin-patient ou communication, par exemple. Les patients ont pu rapporter que globalement, leur évaluation de la prise en charge de la qualité des soins et de prise en charge des soins en France était globalement bonne, et que le confort, par exemple, la qualité des repas ou le confort de la chambre n'était pas considéré comme excellente. Donc, c'est une analyse exploratoire avec des éléments en lien avec les soins directs et puis d'autres qui ne sont pas des soins en termes de prise en charge thérapeutique, mais qui sont davantage du confort entre guillemets, de l'hôtellerie, comme c'est écrit sur ISATIS. Donc, ISATIS, il y a plusieurs versions, ça dépend de votre prise en charge en ambulatoire, en hospitalisation de 2 jours, en MCO, en SSR, etc. Et donc, tout est évalué, que ce soit l'accueil, la prise en charge. Et donc, les verbatims font ressortir un certain nombre de mots-clés que nous avons évoqués, donc certains négatifs, certains positifs, notamment la confiance envers le personnel soignant, la prise en charge de la douleur, par exemple. Bon, je vais faire un petit point certification. Donc, pour ce qui est de la certification, donc, qui est mise en œuvre dans cette nouvelle itération, 2 critères vont aborder l'expérience patient. Alors, le premier critère fait partie du chapitre 2, donc c'est intéressant de le rappeler. Chapitre 2, c'est les équipes de soins. Donc, il s'agit du critère 2.4.2, et là aussi, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a eu des réajustements du référentiel, et que ces réajustements, je vous invite d'ailleurs à télécharger le nouveau document, mais seront applicables à partir de 2023. En fait, c'est demain. Donc déjà, vous voyez, au niveau de ce critère sur l'expérience patient au sein des équipes, il y a quelques petits changements qui portent surtout sur le titre en soi. Vous voyez, les équipes mettent en place des actions d'amélioration fondées sur l'évaluation de la satisfaction et de l'expérience patient devient les équipes améliorent leurs pratiques en se fondant sur la satisfaction et l'expérience de leurs patients. Et puis, les éléments d'évaluation, en fait, sont à peu près les mêmes. Ce qui est important quand même de retenir, vous voyez, il y a la déclination de 3 éléments. Pour les équipes, à chaque fois, les mêmes termes reviennent. Recueil, analyse et mettre en place. Et en fait, ce qu'on voit là dans l'expérience patient, c'est un petit peu ce qu'on retrouve pour les audits, les événements indésirables, toutes les modalités d'évaluation. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'attendu, c'est que les équipes s'approprient les résultats de leur secteur. C'est pas uniquement sont informés des résultats, non, c'est s'approprient, connaissent les résultats, mais ça veut dire qu'aussi ils les analysent afin de pouvoir éventuellement les corriger. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à retenir. Et vous voyez que là, il est question de la satisfaction du patient, de l'expérience du patient, mais aussi toutes les modalités de réclamation et de plainte. Il est attendu que dans un service de soins, eh bien, les professionnels soient au courant de ces différents, des résultats de ces différents recueils. Et puis, la dernière partie, comme vous le voyez, c'est sur les représentants des usagers. Eh bien, vous voyez, ils viennent s'intégrer aux équipes. Très souvent, les RU, on les voit beaucoup dans le fameux chapitre 3 sur l'établissement. Eh bien non, là, on voit qu'ils font vraiment partie, quelque part, de l'équipe, dans le sens où, vous voyez, ils participent au recueil, et ils sont aussi au courant de l'analyse des résultats et de ce qui a été mis en place comme action d'amélioration. Voilà, donc il y a quand même quelque chose là d'intéressant à montrer que l'attendu, c'est que les équipes de terrain qui sont rencontrées à l'occasion des différentes investigations en visite, eh bien, soient capables
de montrer leur connaissance des différentes évaluations qu'il y a autour du patient, notamment bien évidemment de la satisfaction, de l'expérience et les réclamations et les plaintes, et soit aussi au courant éventuellement des actions d'amélioration qui ont été menées dans ce sens. Ensuite, il y a un autre critère qui est en rapport avec l'expérience patient. Là, vous voyez, on passe au niveau de l'établissement. Donc là, c'est la notion de promotion de toutes les formes de recueil de l'expression du patient. Donc, vous voyez, la notion d'expression du patient, elle est très large. Hein, c'est la satisfaction, c'est ISATIS. Vous voyez, il est question des questionnaires développés intra-établissement et notamment les questionnaires spécifiques hein, que Marie vient de vous présenter avec les PRUMS et les PROMS. Il est demandé, quand ISATIS est déployé dans l'établissement, que les professionnels soient capables éventuellement de pouvoir en faire référence. Et pourquoi pas, quelquefois ça arrive, dans certains établissements, les résultats ISATIS ne sont pas très satisfaisants dans le sens où la population concernée n'est pas forcément en mesure, ou en tout cas ce mode d'évaluation n'est pas tout à fait adapté à la population. Donc on pense forcément à la population âgée qui n'est pas du tout à l'aise avec l'outil informatique, ou tout simplement des services entiers où les patients ont des troubles cognitifs et ne peuvent absolument pas renseigner ce genre de questionnaire. Et là, d'aller chercher d'autres moyens de manifestation de l'expression du patient. Et là, je vous donne même comme exemple, quand un établissement déploie la méthode du patient traceur, eh bien, ne serait-ce que la grille patient, toutes les questions qui sont posées aux patients, forcément, on peut les valoriser en expérience patient. Ça peut être aussi, comme je l'ai déjà vu, le cadre qui passe régulièrement dans le service pour poser quelques questions aux patients, des questions fermées comme des questions ouvertes. Bien évidemment, ça peut être une modalité de recueil de l'expérience patient. Bon, après, il faut trouver les moyens pour le formaliser, pouvoir en tirer justement des éléments d'évaluation et d'amélioration. Donc là, ce qui va être intéressant dans ce critère-là, souvent ce qui est recherché en visite, eh bien justement, c'est un peu le miroir de ce que je vous ai dit juste avant sur les équipes et sur leur appropriation. C'est si on exploite effectivement toutes ces enquêtes qui sont faites, toutes ces revues, il doit y avoir normalement des actions d'amélioration qui sont identifiées, ça veut dire qu'on les retrouve quelque part. Donc très souvent, on regarde dans le PACS de l'établissement qu'il y ait bien effectivement des actions d'amélioration qui sont en rapport avec l'exploitation des différentes analyses de la satisfaction et de l'expérience patient. Je te repasse la main. Marie. Donc en pratique, alors moi je me permets de vous présenter quelques exemples rapportés dans la vie réelle de pratiques cliniques, mais aussi en congrès et dans certains articles publiés. Donc avant tout, il est certain qu'on est tous très différents. Comme le disait le docteur Roumégou, un patient qui a des troubles cognitifs, un patient qui n'utilise pas Internet, il ne va pas remplir son enquête ISATIS. On va évaluer son satisfaction ou sa qualité de vie ou son expérience autrement. C'est par exemple le cas des patients pédiatriques. On n'évalue pas du tout la même chose qu'avec un patient adulte en âge, on va dire, de procréer, qui n'a pas de trouble cognitif, par exemple. On va avoir d'autres exemples par la suite. Et la différence importante qu'il peut y avoir au cours de la prise en charge et depuis un certain nombre d'années, c'est qu'effectivement, comme le disait le docteur Paumet, on n'est plus dans un mode paternaliste de la médecine, mais maintenant vraiment un mode où le patient participe, il est acteur, il est collaborateur dans les soins. Et d'ailleurs, très souvent, si le patient ne nous donne pas d'informations, c'est là où commence l'événement, souvent l'événement indésirable. Et je vous proposerai éventuellement par la suite, si on peut, des exemples qui sont très bien expliqués dans le rapport de mission qui ont été confiés au professeur Bertrand Millat d'octobre 2022, qui est disponible en ligne et qui a été réalisé en collaboration avec l'HAS, où ils font le lien entre l'accréditation des médecins des équipes et l'expérience patient. Et ils vous donnent deux exemples très clairs où la contribution, la collaboration avec le patient est essentielle
à la qualité et la sécurité des soins. Voilà, je ne sais pas si je peux le montrer, parce que je ne l'ai pas mis en photo en fait. Donc, en toutes circonstances, donc quoi qu'il arrive et quelque soignant qu'on l'on soit, on va rencontrer le patient. Donc en consultation, en hospitalisation, en visite à domicile, en téléconsultation, enfin quoi qu'il arrive, on va partager un moment avec lui et donc ce moment partagé, il va forcément échanger des éléments de son expérience, de la qualité des soins, des résultats des soins qu'il a déjà vécu auparavant. Donc, je reprends le modèle du docteur Paumet parce qu'effectivement, c'est vraiment ce que l'on vit au quotidien. Hein. Le patient a reçu des informations, il a déjà consulté ou non, et donc il va vous rapporter des choses. Il va participer à la prise en charge, il va vous poser des questions. Et donc, à l'issue de la consultation ou de la prise en charge en hospitalisation, vous allez prendre des décisions et appliquer une nouvelle prise en charge. Donc, le patient collabore à chaque instant. Donc, des résultats ont été mesurés par la HAS. Alors, je le citais tout à l'heure, hein, c'est l'exemple en chirurgie, puisque ça a commencé en chirurgie en France, par la prothèse totale de hanche programmée et de genou programmé, donc en ambulatoire ou non. L'étude qui a été publiée était en ambulatoire, ou des colectomies pour le cancer, par exemple. Et donc, il y a des exemples et des questionnaires validés qui ont été publiés en septembre 2019. Et il y a également des études internationales qui rapportent les PROMS et les PREMS dans ces différentes situations, avec des questionnaires très clairs, utilisables et j'allais dire applicables immédiatement à votre pratique courante, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ce sont des questionnaires qui reprennent des éléments que vous avez déjà dans vos dossiers, que ce soit les dossiers d'admission, de pré-anesthésie, de préparation au bloc, de bloc et de suivi post-opératoire, et donc déjà des données déjà collectées. La question est ensuite de s'organiser au sein de l'établissement pour créer un seul et même fichier et pouvoir évaluer l'ensemble de ces données sur une période et en mesurer la qualité des soins à partir de ces résultats. Et bien sûr, proposer des plans d'amélioration des soins, puisque l'objectif, c'est bien sûr d'évaluer ce qui a été fait pour proposer mieux par la suite. Si, par exemple, un patient rapporte qu'il ne reçoit jamais ses résultats d'analyse, jamais son compte-rendu, le plan d'action le plus rapide à mettre en place, c'est effectivement la transmission de l'information pour améliorer le parcours de soins et la qualité et la sécurité de ces soins. Alors, effectivement, il y a une qualité ces données ont été publiées par différents auteurs et vous pouvez trouver sur certains sites en accès libre, effectivement, les remarques tout à fait expérimentées du professeur René Amalberti, qui avait développé la gestion des risques et de la qualité des soins à partir du modèle de l'aviation. Et il les explique très clairement sur le site de la prévention médicale à partir d'un article commenté qui reprend une dizaine d'années de mesures de ces éléments dans d'autres pays. Alors, pour rappel, et c'est peut-être des diapositives qui pourraient être réutilisées au cours de vos staffs qualité ou de vos réunions qualité dans vos établissements, pour bien montrer finalement ce qu'est un PROMS, un PREMS, un PRIMS. C'est quelle est la différence finalement une fois que vous avez mis en place cette évaluation des PROMS, donc des outcomes, des résultats des soins. La différence entre avant et après, c'est effectivement améliorer la qualité des soins et faire participer le patient à sa rééducation, lui montrer comment mieux prendre ses traitements antalgiques, avoir du meilleur matériel de rééducation et une sortie adaptée et améliorée dans l'encadrement des soins pour qu'il puisse récupérer au mieux après sa prothèse de hanche, par exemple. Donc, on mesure les faits, l'efficacité, on détecte les problèmes, on suit ces problèmes et on les améliore. Donc, vous avez sur l'HAS des documents qui permettent de mettre cela en place, y compris chez les enfants, y compris chez les patients qui ont des handicaps visuels ou autres, mais également dans le domaine de la douleur, puisque c'est un champ qui est exploré par ISATIS et par de nombreux autres
questionnaires. Et donc, ça vous permet d'utiliser et de mettre en œuvre les résultats de ces questionnaires que vous remplissez déjà. Alors, en ce qui concerne l'expérience, c'est effectivement ça, pouvoir mesurer ce qui est arrivé au patient et évaluer concrètement la qualité du processus. Est-ce que simplement le patient a eu un traitement contre la douleur ou est-ce qu'il a bien compris comment l'utiliser, quels étaient les risques de prendre des AINS en période infectieuse, par exemple, ou de ne pas prendre plus de comprimés de paracétamol que nécessaire, en respectant bien l'intervalle de temps entre les deux comprimés. C'est vraiment là finalement d'une évaluation plus fine et des choses que vous dites déjà aux patients, donc vous faites déjà de l'expérience patient au quotidien. Maintenant, il faut finalement trouver un moyen d'évaluer ce que vous faites en pratique. Et donc pour cela, l'HAS propose effectivement des façons de le mesurer, des éléments, des questions simples, compréhensibles par tous, et ensuite à implémenter, à organiser au sein du service, sachant que les services informatiques et les DIM peuvent vous aider à faire les analyses statistiques des résultats qui sont déjà connus, par exemple, pour savoir ce qu'il faudrait développer en plus pour pouvoir utiliser cette expérience patient dans l'accréditation et des établissements et la certification. Donc, je ne reviens pas sur les critères qu'a cité déjà le docteur Roumégou, puisque finalement, cet engagement, cette expérience patient sont évalués au cours des visites grâce à des indicateurs bien connus. Et l'HAS évalue également les épisodes de soins, donc avant, pendant et après l'hospitalisation. Donc là, c'est des questionnaires là aussi très simples, faciles à remplir. La question, c'est bien sûr, toutes les questions ne vont pas être utiles dans votre établissement ou pour votre patient, donc il faut les adapter. Mais c'est simplement, finalement, retirer un certain nombre de questions. Voici d'autres questionnaires qui sont proposés, en plus de ceux déjà disponibles sur le site de l'HAS, soit en français, soit en anglais, avec des versions courtes et longues. Il faut savoir qu'il y a des sites qui proposent une aide pour recueillir la parole du patient et savoir comment l'adapter, notamment quand on a des patients pédiatriques ou âgés. Et alors, je rebondis sur cette difficulté à recueillir l'expérience patient dans certaines circonstances. Il faut bien sûr que votre gouvernance, donc votre établissement, que la CME, la direction vous aide et qu'il y ait des équipes compétentes pour recueillir cette parole, des gens expérimentés, un climat favorable et des équipes prêtes à faire ce partenariat avec le patient. Donc, il faut les informer, les préparer, avoir des outils simples à utiliser, partir de projets pilotes, par exemple une étude simple dans un service qui peut évaluer la qualité de vie, de la douleur et des résultats simples d'une intervention thérapeutique, la prescription la mise en place d'une chimiothérapie, une annonce diagnostique, une chirurgie. Et on en vient à des situations beaucoup plus complexes qui sont celles des patients non communicants, en tout cas pendant une partie de leur séjour, que vous avez tous forcément connus ou rencontrés au cours de la période Covid, qui sont les patients de réanimation et de soins critiques qui vont, pendant une période, ne pas pouvoir s'exprimer, même s'ils sont conscients, ils sont en détresse respiratoire, ils sont extrêmement fatigués, ils peuvent à peine respirer. Et donc, la question, c'est comment on fait pour recueillir leur expérience. Il a été mis en place, et bien avant le Covid, des outils pour communiquer avec les patients, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y avait une souffrance et un syndrome de stress post-traumatique très fréquent après les séjours en réanimation qui duraient plus de 3 jours. Et donc, il y a un journal de bord qui est remis dès l'admission en réanimation où finalement on explique comment se passe la réanimation et on le dit au patient, même s'il n'est pas capable de s'exprimer, même s'il est comateux, on lui explique les choses. Et après, tous les soignants qui le souhaitent, les proches, tous les intervenants peuvent laisser un mot qui laissera une trace écrite pour le patient et qui, une fois qu'il sera sorti du service, il pourra finalement avoir un recueil de l'expérience qui s'est passée autour de lui et reconstruire l'histoire de son hospitalisation, puisqu'il en a, lui, des souvenirs très parcellaires et modifiés par les thérapeutiques. Donc, en fait, en réanimation, il n'y a pas que cet outil qui est proposé pour recueillir l'expérience patient et échanger avec lui à propos de son expérience. Il y a aussi, effectivement, tout simplement le rassurer et lui expliquer, même quand il est comateux, quand on lui fait des soins, quand on le tourne, quand on allume la lumière, lui parler comme si c'était un patient qui avait toutes ses possibilités, mettre une horloge pour le situer dans le temps et pour qu'il ne soit plus
que l'expérience de son hospitalisation soit plus rassurée et encadrante. Et ça permettra aussi de le remettre, de lui créer une expérience plus construite de son hospitalisation que l'on pourra partager avec lui une fois qu'il aura repris toutes ses facultés. Ces éléments-là, on les recueille justement, on recueille cette expérience patient en consultation post-réanimation qui existe en France maintenant depuis les années 2000 environ, 2000-2005. Donc il y a un certain nombre de patients à qui on propose de revenir dans le service, donc non seulement éventuellement de visiter le service a posteriori, non pas comme patient mais comme visiteur, et de le rencontrer en consultation pour échanger avec lui sur ce qui s'est passé et pour reconstruire, pour lui permettre de retrouver la mémoire, ou en tout cas des explications aux bruits, aux sensations qu'il a ressenties. Et cela permet d'avoir un retour d'expérience de sa part et d'échanger avec lui, y compris quand ils ont fait des arrêts cardiaques, puisque malheureusement, ils ont parfois des souvenirs de certains de ces moments de prise en charge de réanimation. Et cela permet d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. C'est grâce à ces consultations qu'on a mis en place le journal de bord. C'est grâce à ces consultations que maintenant, tous les personnes de réanimation parlent à leurs patients, quel que soit leur état de conscience, y compris en faisant des petits soins, en faisant n'importe quel geste, et même en entrant dans la chambre pour faire le ménage et pas forcément le toucher. Et tout cela a amélioré et diminué le syndrome post-traumatique. Ça a amélioré le confort aussi et la qualité de vie des soignants. Et ça a diminué parce qu'on leur parle et que justement, on fait plus attention à certains gestes. On ne les fait pas de façon automatique ou en faisant plusieurs actes à la fois. On prête plus attention à certains gestes, une perfusion, un changement de médicaments. Et donc, il y a moins d'événements indésirables. Donc, tous ces questionnaires, la problématique, c'est qu'effectivement, ils ont des avantages et des limites. C'est parfois difficile de diffuser un questionnaire qui soit facile à remplir, à collecter et à évaluer des scores objectifs à partir de cela. Donc, il faut savoir effectivement se limiter la quantité d'items et les utiliser à bon escient pour qu'ils soient utilisables. Par ailleurs, il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions, comme on l'a dit, et que on peut reprendre ces questionnaires dans l'expérience traceur, comme dans le patient traceur, comme le disait le docteur Roumégou tout à l'heure. Ça peut être d'autres propositions, hein, soit des entretiens semi-structurés pendant une consultation, par exemple, ou bien, comme le font certaines associations de patients ou certains groupes de patients, en ETP, il peut y avoir des items au cours de l'ETP qui recueillent l'expérience du patient, comme c'est le cas, par exemple, pour l'éducation thérapeutique des diabétiques, où on évalue leur expérience de l'injection, des glycémies, et c'est grâce à ça qu'il y a eu les dispositifs on leur positionne maintenant, qui leur évitent les glycémies digitales, qui sont beaucoup moins douloureuses et qui permettent une amélioration de leur mesure et de leur évaluation glycémique au quotidien. Donc, cette expérience patient, elle a vraiment un rôle pratique d'amélioration continue des soins et d'amélioration de la qualité pour le patient, la diminution de sa douleur et du poids de sa maladie. Donc, sur le terrain, on peut utiliser des questionnaires qui existent déjà, les adapter. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de sociétés savantes. Dans les congrès, il y a certains de ces questionnaires qui sont proposés, des associations de patients également, des services de recherche, des sites officiels d'information sur les maladies ou des sites internationaux qui donnent des questionnaires en français, par exemple. Donc, vous avez une bibliographie qui sera mise en ligne. Et donc, je me suis permise de mettre en valeur l'article du docteur Paumé, qui effectivement est un peu le point de départ de la recherche et du développement de l'expérience patient dans les pays anglo-saxons et en France, puisqu'elle a travaillé en France pendant un certain nombre d'années, ce qui lui a permis de commencer à développer ce modèle auprès de nos équipes. Je vous remercie. Alors, si vous le souhaitez, il est possible de poser des questions via le chat, l'onglet questions. Vous nous aviez envoyé des questions par avance, mais effectivement, toutes vos questions finalement ont reçu une réponse, en tout cas par la présentation de Marie. Donc,
il reste encore peut-être quelques points d'ombre, mais a priori pas dans ce que vous nous avez envoyé avant la diffusion de ce webinaire. Alors, il a été proposé, on a discuté avec l'HAS, hein, alors je l'ai imprimé, mais il est disponible en ligne en téléchargement. C'est le rapport de mission que j'évoquais tout à l'heure du professeur Milla, qui reprend à la fois la certification des médecins des professions à risque, mais également des équipes. Alors, bien sûr, le lien sera disponible en ligne, mais ce document permet de reprendre vraiment des éléments factuels, des exemples pratiques et d'expliquer en quoi il est vraiment essentiel de proposer cette expérience patient et comment c'est utile, enfin, valorisable au cours de la certification. Alors, je vous avais justement, puisque pour l'instant, je ne sais pas s'il y a des questions. Madame Diallo a commencé à... Un questionnaire. Alors, effectivement, il y en a un. Il y a un questionnaire spécifique en psychiatrie. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Je ne l'ai pas apporté là avec moi. Mais effectivement, c'est un questionnaire. Alors, il date d'il y a quelques années, mais il est tout à fait encore valable et enfin, voilà, en lien avec les problématiques actuelles et qui concerne d'ailleurs la contention, l'isolement, les médicaments. Donc, des problématiques qui sont vraiment des problématiques actuelle. Donc, je vous mettrai ce questionnaire. Et d'ailleurs, il y a des équipes du CK qui avaient participé à l'époque sur ce questionnaire en particulier. Je vais noter. N'hésitez pas à me réinterpeller peut-être par mail si jamais vous ne mettez pas, enfin, je notais de vous le mettre en ligne. Alors, en fait, les questionnaires PROMPT, ça dépend quel questionnaire PROMPT vous utilisez. Ceux de l'HAS, par exemple, c'est à partir de la méthode Likert. Alors, enfin, ça, c'est le nom. En gros, c'est les questionnaires sur 5 points, c'est-à-dire pas du tout satisfaisant, peu satisfaisant, moyennement satisfaisant, satisfaisant, très satisfaisant. Donc, effectivement, il est facile de mesurer un score moyen et de rentrer ces données sur Excel en mettant tout simplement la colonne de questions et le résultat du score moyen par question et par patient. Et ça, je pense que vos médecins de DIM, enfin vos ingénieurs informatiques, sont tout à fait à l'aise avec ce type de questions et de méthodes. Et s'ils ne l'étaient pas, on a au CK ou dans d'autres services, hein, je pense par exemple à l'ISPED, dans le service de statistique de l'ISPED à Bordeaux, ou dans d'autres structures de biostat et épidémiaux, il y a des personnes qui sont tout à fait à l'aide avec ce type de manipulation. La question pour vous, effectivement, c'est pas de faire, je pense, les statistiques, c'est surtout de savoir quelles questions recueillir, comment les choisir dans les questionnaires existants, et qui va les recueillir, et est-ce que ça sera le patient, est-ce que ce sera un soignant, est-ce que ce sera un non-soignant, et ensuite, ce que vous allez en faire, comment vous allez les analyser, c'est-à-dire une fois que vous avez les résultats de votre base Excel, est-ce que vous faites des réunions mensuelles pour en parler, est-ce que vous faites un groupe de travail avec des projets derrière, puisque effectivement, en général, le recueil de ces prompts, ça part de quelques acteurs de services qui le mettent en place et qui permettent ensuite de contribuer à ce que tout l'établissement s'engage dans ce processus. Alors, comment les analyser? Alors, en fait, là, si vous voulez, ça dépend tellement de comment, de ce que vous allez, en fait, par exemple, si je prends l'exemple des prothèses de hanche, l'HAS propose un questionnaire structuré, utilisable, j'allais dire clé en main. À partir de ce questionnaire, vous avez effectivement des résultats objectifs, voilà, des chiffres. Hein. Et donc, à partir de là, normalement, comment les analyser? Je veux dire, vous avez des médecins et des statisticiens qui savent utiliser, faire une étude clinique simple
et qui évaluent, je pense, leurs résultats quand ils font leur rapport d'activité, par exemple. Quand on fait un rapport d'activité, on utilise exactement les mêmes méthodes. Quand vous faites votre rapport pour les infections nosocomiales, vous utilisez les mêmes méthodes. Quand la gestion des risques également. Donc, comment les analyser? C'est surtout, avant de les analyser, c'est choisir les bons items qui aient une cohérence. Et vous allez les analyser tout simplement et tout naturellement à partir des questions que vous vous posez. En fait, on se donne des objectifs, par exemple, évaluer la qualité de l'expérience pendant le parcours RAC, par exemple, une prothèse de hanche. Tout au long du parcours, on recueille auprès du patient des éléments sur la prise en charge, la qualité de la communication, la prise en charge de la douleur, les informations qu'il a reçues. Voilà. Et à partir de ce questionnaire, qui peut être en 10 questions ou 12 questions, vous établissez une analyse des scores, ça vous donnera des moyennes, et donc vous pourrez ensuite comparer ces moyennes d'une fois à l'autre et mettre en place des plans d'action pour améliorer les points qui sont les plus en difficulté. Alors, moi, ce que je vous propose, Madame Diallo, c'est que, en fait, on est, si vous voulez, en échange téléphonique ou par mail. Parce qu'en fait, le SF12 est comme le SF36, etc. Pour chaque score, en fait, il y a toujours une méthode proposée pour interpréter les résultats. Tout dépend, en fait, de comment, à qui vous allez appliquer ces questionnaires, comment et ce que vous voulez en faire. Donc, je ne peux pas répondre à la question par le webinaire aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on se mette en situation pratique. Donc le guide dont je vous parlais, enfin le rapport de mission dont je vous parlais tout à l'heure du professeur Millard, hein, il y a un exemple très simple sur la qualité justement de l'information au cours du parcours d'un patient. Alors c'est un jeune patient, je reprends exactement l'exemple qu'il donne. C'est dans un hôpital militaire, un jeune militaire de carrière de 42 ans qui se blesse au poignet, fracture ouverte, donc il arrive aux urgences pour la prise en charge et donc il est prévu une chirurgie au bloc opératoire. Le chirurgien passe, lui propose d'être pris en charge en ambulatoire et donc il pourra sortir le soir même avec un traitement et une surveillance ensuite en consultation et par téléphone. Donc le jeune homme contacte sa famille pour donner toutes ces informations. Et finalement, la chirurgie n'a pas lieu le soir même, faute de moyens techniques, bloc opératoire non disponible, chirurgien non disponible au moment où le bloc opératoire l'est, etc. Donc, on lui dit, on vous garde en hospitalisation et on vous opère demain matin à la première heure et vous pourrez sortir en fin de matinée. Donc, il rappelle son épouse en lui expliquant tout ça. Et puis, son épouse reçoit un appel le lendemain vers 9h30 en lui disant que son mari est au plus mal, qu'il faut qu'elle vienne tout de suite. Voilà. Donc, elle est reçue par l'anesthésiste en chef de l'hôpital avec la cadre et l'infirmier anesthésiste qui lui explique que son mari est décédé au cours de l'induction anesthésique parce qu'il a fait un œdème aigu du poumon majeur et qu'ils ne comprennent pas du tout. Toute l'équipe est complètement sous le choc de cet événement. Ils ont analysé les causes et ça. Donc, forcément, à chaud, à la fois l'équipe et l'épouse du patient sont en difficulté pour pouvoir échanger, pour pouvoir comprendre la situation. Et donc, ils proposent de se réunir à nouveau quelques temps plus tard. Entre-temps, donc, il y a une analyse des causes de l'événement. L'événement est analysé, mais il leur manque encore quelque chose pour comprendre parfaitement ce qui s'est passé, parce que finalement, en dehors du retard de bloc opératoire en lien avec une disponibilité des locaux et humains, il n'y a pas d'élément qui explique que cet homme jeune, militaire, sportif, ait fait un OAP. Et en fait, on arrive à l'expérience patient, c'est-à-dire que le patient n'a pas délivré une information majeure, qui était que depuis 5 ans, il a un traitement antihypertenseur triple, enfin avec 3 molécules différentes pour une HTA sévère, et que s'il ne prend pas ce médicament, il présente rapidement des signes d'insuffisance cardiaque. Et donc, à l'induction anesthésique, il n'avait pas pris de son médicament depuis la veille au matin.
il a présenté un OAP massif qui n'a pas pu être maîtrisé au cours de la réanimation. Et donc, cette information de prise de traitement, alors effectivement, aurait dû être rendue au moment de la consultation de pré-anesthésie, répétée au moment des informations de passage en hospitalisation, bloc, etc. Et elle s'est perdue, le patient n'en a pas parlé. Sa femme n'a pas été interrogée parce que c'était un patient avec toutes ses fonctions cognitives et qu'il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait un manque d'information. Et donc, le partage de cette information a fait que l'équipe et l'épouse ont compris ce qui s'était passé, ce qui a permis de soulager une partie du stress, on va dire, post-traumatique, même si un deuil est forcément difficile à soutenir. Et l'équipe a rappelé et a écrit une lettre à la dame pour la remercier des échanges qu'ils avaient eus ensemble et de l'information qu'elle avait apportée, que grâce à ça, ils avaient refait une réunion d'équipe et qu'ils avaient compris ce qui s'était passé et que du coup, ils avaient amélioré le processus de recueil des informations en lien avec le traitement dans les services de chirurgie et bloc opératoire. Et donc, cette expérience malheureuse a fait que il y a eu des améliorations de la qualité de la sécurité des soins pour les patients suivants et qu'on se rend compte que l'expérience patient, c'est aussi ce que nous apporte le patient et que ce qu'il ne nous dit pas, eh bien, si on ne va pas le chercher, alors bien sûr, on peut lui poser 3 fois la question et qu'il ne dise jamais qu'il prend des médicaments, mais voilà, c'est un élément qui peut apporter un événement indésirable grave. Et donc l'expérience dans cet hôpital militaire a contribué à améliorer malheureusement la prise en charge des soins. Alors le professeur Millat propose toujours dans l'expérience patient un exemple de questionnaire mis en place en chirurgie qui permet d'améliorer justement l'échange avec le patient avant la chirurgie. Alors je ne sais pas si c'est en lien avec cet événement, et c'est proposé à Montpellier, hein, donc là aussi, il vous le propose à la page 38. Alors, c'est un questionnaire qui prend 10 minutes, qui est proposé avant la consultation de chirurgie ou d'anesthésie. Le patient répond aux 10 questions et ça lui permet d'ouvrir son dialogue pendant la consultation. Par exemple, en quoi consiste exactement cette opération? Est-elle vraiment nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode utilisable? Quels en sont les risques? Est-ce que l'équipe chirurgicale est familière avec cette intervention? Est-ce qu'une anesthésie générale est nécessaire, etc., etc. Donc, ça permet d'ouvrir le dialogue entre soignants et soignés. Et enfin, le troisième exemple qu'il propose, à la fois en chirurgie et en médecine, donc pour les patients de médecine, qui est un peu sur la même thématique, c'est-à-dire améliorer la communication soignant-soigné en apportant une attention particulière sur leur expérience de la maladie. C'est le programme Speak Up, donc c'était en anglo-saxon, mais ça a été mis en place en France et justement, ils expliquent que dans certains hôpitaux, il y a des affiches qui ont été mises en place dans certains services pour favoriser le dialogue. Ça a été diffusé sur les vidéos, vous savez, sur les télés qui sont dans les salles d'attente où les patients attendent leur consultation, voire même sur les écrans internes dans les chambres d'hospitalisation. Et donc, c'est exprimer mieux vos questions et vos préoccupations, porter attention aux soins que vous recevez, poser toutes les questions sur votre maladie, votre traitement, en médecine par exemple. Et en chirurgie, ça peut être qui sera impliqué dans mes soins, hein, est-ce qu'il y aura un anesthésiste ou un infirmier anesthésiste, est-ce que je vais me réveiller en SSPI ou bien dans ma chambre d'hospitalisation, combien de temps va durer l'intervention, est-ce que vous vous occuperez d'autres patients en même temps que moi, etc., etc. Donc, est-ce que vous pensez qu'un deuxième avis est nécessaire? Alors ça, c'est des questions que parfois les patients posent, hein, effectivement. Déjà, c'est très bien que voilà, ils discutent et ils posent des questions sur leur prise en charge. Mais voilà, il est important d'ouvrir ce dialogue pour mieux partager l'expérience qu'ils vivent. Et dans certains établissements, il est proposé de faire des retours d'expérience aux sorties, alors pas forcément aux sorties immédiates, mais après un accouchement, une césarienne non programmée ou une chirurgie en urgence ou un passage aux urgences, d'avoir un échange à distance avec un des professionnels de santé pour savoir comment la personne l'a vécu
et justement de pouvoir retirer des informations importantes. Et c'est ainsi que dans certains services d'urgence, ils se sont rendus compte donc il y avait un auto-questionnaire administré à la fin de chaque séjour aux urgences, papier, et que le délai d'attente était long, comme dans tous les services d'urgence, la plupart, et que finalement, en informant dès l'accueil le patient que là, il y a 3 heures d'attente, là, il y a 4 heures d'attente, etc., ça a amélioré sa tolérance de l'attente et qu'il comprenait mieux le processus de prise en charge, pourquoi il attendait, etc., et qu'il savait aussi qu'il fallait alerter si son état s'aggravait, ce qui est un élément majeur, puisque récemment, nous avons analysé, par exemple, le décès dans une salle d'attente des urgences parce que le patient il n'y a pas eu d'alerte sur l'aggravation de son état pendant sa durée d'attente. Voilà, donc ce document est vraiment utile, rapporte des éléments de définition et des exemples pratiques et donne des moyens effectivement de l'appliquer à l'accréditation et à la certification des équipes. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc au CK, nous travaillons en particulier sur l'expérience patient. On va développer un nouveau projet, enfin on développe un nouveau projet d'étude avec des patients de médecine en particulier, mais c'est souvent des patients de médecine qui ont pu faire des passages dans d'autres services auparavant. Voilà, donc on développe des consultations d'expérience patient en lien avec la prescription physique, d'activité physique adaptée. Donc il y aura des outils disponibles sur notre site en lien avec ce projet et bien sûr nous sommes ouverts à l'accompagnement de tout autre projet de questions sur ce sujet si vous le souhaitez, parce que c'est effectivement assez complexe. Enfin, c'est des items un petit peu parfois difficiles à appliquer à la pratique lorsqu'on les lit dans les guides. Donc voilà, n'hésitez pas, si on peut apporter une aide, ce sera avec plaisir. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si le docteur Roumégou a d'autres. Pareil, non, tout est dit. Donc je remercie encore Fanny Genolini qui là malheureusement est souffrante, mais qui a contribué largement à la réalisation de ce webinaire et avec qui donc je vais collaborer activement dans les mois qui viennent pour poursuivre le projet d'expérience patient. Et donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et l'ensemble de nos webinaires de la semaine sécurité patient et des comptoirs qualité sont disponibles en ligne, ainsi que les podcasts concernant les rétextes d'événements indésirables graves et le CK. Et toute son équipe vous remercie pour vos échanges cette semaine et reste à votre disposition à tout moment pour vous accompagner dans la prise en charge de la qualité et de la sécurité des soins. Je vous remercie.